Bonsoir, bienvenue. Comme pour chacun de ces rendez-vous résilience, on va vous laisser quelques instants pour laisser les gens se connecter et puis j'introduirai tranquillement ce rendez-vous pas comme les autres. Bonsoir à ceux qui viennent de se connecter. On attend encore quelques instants et puis on va pouvoir démarrer. Je vais introduire tranquillement ce nouveau rendez-vous résilience sur les pensées de résilience. Je suis Anne-Sophie, responsable de la voix des patients chez Résilience et je suis moi-même ancienne patiente. J'ai le privilège de pouvoir vous accueillir ce soir pour un temps de rencontre et de conversation. J'espère que vous êtes confortablement installés car nous allons passer ensemble la prochaine heure et demie. Nous allons parler de résilience. C'est un mot qui vous semble peut-être familier, tantôt abstrait, tantôt concret. Pour autant, nous n'en avons pas une définition claire. Quelle est sa signification profonde? Pour répondre à cette question, nous avons créé cette nouvelle collection de vidéos, Les pensées de résilience. À travers les témoignages de personnalités d'horizons différents, nous avons voulu raconter la résilience et ses composantes. Ils et elles sont philosophes, écrivaines, entrepreneurs, mères engagées, pianistes, sportifs, aventuriers et infirmières, et ils ont accepté de nous parler en toute intimité. Ce soir, nous accueillons avec nous deux de ces témoins, Marie Robert, philosophe, et Noémie Silberg, écrivaine. À leur côté et pour les interviewer, nous avons Marie-Odile et Bruno, deux patients de la communauté Résilience. Et quoi de mieux pour introduire ces épisodes et cette nouvelle collection qu'un temps de conversation en toute intimité entre deux témoins et deux patients de notre communauté. Nous avons l'espoir que ces vidéos éclairent, inspirent, apaisent les patients et leurs proches et puissent leur montrer les mécanismes qui peuvent nous permettre de mieux vivre après les chocs de nos vies, quels qu'ils soient. En deuxième partie, parce qu'il y aura une deuxième partie, nous vous proposerons de participer à un atelier d'écriture animé par Marie-Robert. Nul besoin d'être expert, cet atelier est une pause ludique, une invitation à réfléchir, à vous connecter à vos émotions et au moment présent. La collection Les Pensées de résilience est une série de 8 vidéos que nous allons publier dès aujourd'hui et ce, une fois par semaine sur notre compte YouTube et dans l'application Résilience. Je vous laisse dès à présent en découvrir la bande-annonce et découvrir les visages de nos témoins. On m'a souvent dit que j'étais courageuse, que j'étais très résiliente. Et ce mot, au départ, n'évoquait rien pour moi. L'annonce de cette maladie en décembre 2020 a été un énorme choc. J'étais perdu, incapable de voir du positif dans toutes les informations que je recevais. 3 à 5 ans en livre. En 2019, j'ai été diagnostiquée avec 2 cancers, un cancer du sein et du côlon. Des fois, quand les mots ne suffisent pas, on peut s'exprimer à travers la musique. J'ai crié une cri très très fort, une mère en souffrance, et j'ai pris la terre et je frotte le sang de mon propre enfant. Philosophiquement, je me pose la question. Jusqu'où?
Jusqu'où être résilient? Comment être résilient? Lorsqu'un moment difficile arrive, lorsqu'on apprend quelque chose de dur, on va rentrer tout de suite dans cette phase de déni. Quand on est confronté à une situation qu'on n'a pas choisie et qui nous est défavorable, et en l'occurrence elle était très défavorable, il faut essayer de la dompter et de dealer avec ça. L'épreuve dans la vie, elle peut être quelque chose qui nous ouvre encore plus à l'humanité de ceux qui nous entourent. Et j'ai connu beaucoup de résilients heureux. On m'entend? Non. Donc, on espère que ce teaser vous a plu. On a la chance ce soir d'avoir en ligne avec nous Thibaut Hamelin, qui est producteur et réalisateur de ces vidéos. Il est par ailleurs également metteur en scène en théâtre et il a coproduit à nos côtés cette collection Pas comme les autres. Connecté avec nous ce soir, il a souhaité nous partager quelques mots. Bonsoir à tous et merci Anne-Sophie pour cette introduction et notamment sur les ambitions qui ont fait pourquoi on a voulu faire ces vidéos. Lorsque Céline Lazorte m'a proposé de réfléchir et de réaliser cette collection, j'étais loin d'imaginer toutes les émotions que j'allais traverser euh, au travers les témoignages des différents participants. Et comme le but, je crois, n'est pas d'essayer de trouver une définition exacte de la résilience, faut-il encore qu'il y en ait une, mais de questionner, à savoir, euh, de questionner sur ce que c'est que la résilience, sur euh, voilà, essayer juste de se poser la question. Et je tenais vraiment à remercier chaleureusement tous les participants qui ont accepté de témoigner. Je suis assez ému, avec cœur et générosité pendant toute cette période d'échange. Voilà. Euh, C'était important aussi pour moi de remercier deux personnes de chez Résilience, Schmid Basile et Thibaut Marais, qui sont mes compagnons de route pour la réalisation de ces vidéos. Parce que c'est aussi réaliser cette collection, c'est un travail d'équipe avant tout, et sans eux et leur réflexion et leur partage, et ce résultat n'en serait pas là. Donc c'était important. Et pour terminer, écoutez, j'espère que ces vidéos vont vous plaire, si elles peuvent vous apporter ne serait-ce qu'une petite chose, une émotion, une information, une aide, j'en serais sincèrement le plus heureux des hommes. Voilà. Donc voilà ce que j'ai à dire. Merci à vous en tout cas et je vous souhaite de bons visionnages de ces vidéos. Merci beaucoup pour ces quelques mots, Thibaut. Ça fait une transition parfaite puisque nous allons démarrer ce duo d'échange avec Bruno, qui est patient de notre communauté résilience, et Marie-Robert, qui est philosophe. En quelques mots, elle a plusieurs casquettes. Elle est philosophe, auteure, entrepreneur, auteure de philosophie. Elle enseigne à la fac et au lycée et a créé ses propres écoles Montessori. À travers ses romans et essais, son podcast, ses chroniques sur Instagram, ses interventions diverses, elle partage ses réflexions philosophiques du quotidien avec pour fil conducteur sa passion pour la transmission. Face à elle, nous avons Bruno. Bruno est une force de vie. Né avec une maladie génétique auto-immune, il a récemment fait face à un cancer et choisi de mettre la maladie derrière lui. Marié, père de famille de 57 ans, directeur général des services d'une commune, Bruno a toujours voulu vivre normalement et ressenti le besoin de travailler. D'ailleurs, j'en profite, j'invite tous les participants qui sont connectés ce soir. Si vous avez des questions à poser également à nos intervenants, n'hésitez pas à les glisser dans la partie Q&R, via le bouton Q&R depuis votre ordinateur, et on les partagera une fois la conversation entre Bruno et Marie terminée. Donc, je vous propose d'abord un premier extrait de l'épisode de Marie pour pouvoir embrayer avec les commentaires et questions de Bruno. La résilience, c'est plutôt la capacité à
intégrer nos failles dans notre existence, à faire avec, à leur donner la trace nécessaire pour justement laisser la transformation se faire. Pour moi, dans la résilience, il y a l'idée d'intégrer les événements de notre vie. Non pas de les balayer, non pas de les nier, non pas de vouloir les résoudre à tout prix ou les mettre dans un coin, mais au contraire, les incorporer à notre histoire, à notre récit intime. Et en fait, philosophiquement, je me pose la question, jusqu'où? Jusqu'où être résilient? Comment être résilient? Est-ce que la résilience se convoque immédiatement? Est-ce que dès qu'il nous arrive quelque chose, on enclenche un espèce de petit processus interne de « Ah, très bien, j'appuie sur le bouton résilience ». Bruno, à toi la parole. Ah, on entend, par contre, il faut que tu ouvres ton micro. Alors, je disais, évidemment, je vais parler avec la main sur la joue parce que sinon, vous n'allez pas me comprendre. Donc, je disais, moi, j'ai vu avec beaucoup d'intérêt votre vidéo, je l'ai analysée, je l'ai écoutée plusieurs fois. Et en fait, la remarque que je m'étais faite tout de suite, c'est quelque part, enfin, tout ça me parle, en fait, tous les vocabulaires que vous employez, toutes la temporalité, les émotions, le côté guerrier, la vulnérabilité, tout ça, je l'ai vécu, mais de façon un peu désordonnée, c'est-à-dire qu'on fait avec ses propres ressources, ce qu'on a au moment où on peut les mobiliser. Et moi, ça m'a amené une question un peu plus large, c'est-à-dire que est-ce qu'on est tous potentiellement résilients, c'est-à-dire qu'on a tous cette capacité à vivre avec la maladie, parce que vivre contre, on peut essayer, ça marche pas. Enfin, c'est clairement, on se bat pas contre un cancer, hein. Alors, même si on nous le dit tout le temps, il faut se battre, oui, d'accord, mais concrètement, on fait comment? Moi, j'ai jamais trouvé la solution, donc on fait avec. Pour autant, est-ce que tout le monde est capable d'aller chercher les ressources? Est-ce qu'on est tous potentiellement résilients? Moi, c'était ma première question. Merci Bruno, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Je suis vraiment extrêmement heureuse d'être parmi vous et de continuer à faire vivre justement ce temps d'échange. Alors, je ne sais pas en quelle qualité je peux répondre. Sans doute que quelqu'un, des psys ou des neuropsys, pourrait peut-être voir si on aurait vraiment implanté en nous quelque chose qui évoque particulièrement la résilience. Moi, je peux vous répondre d'un point de vue plutôt justement philosophique. C'est que je ne sais pas si on est tous résilients, mais on peut tous construire sa résilience. Et c'est pour ça que ce qu'on est en train de faire ici me semble précieux. En fonction de notre culture, en fonction de notre âge, en fonction de notre entourage, en fonction de ce qu'on a vécu dans la vie, je crois qu'on a un réservoir de résilience qui est plus ou moins plein. Il y a quelques études sociologiques qui montrent que dans certaines cultures, la résilience se met plus facilement en place. Donc, bien sûr qu'on n'est pas tous égaux d'un point de vue inné face à la résilience. Par contre, ce qu'on peut faire, et vous le soulignez très justement dans ce vivre avec, c'est se dire de quoi j'ai besoin pour que ma résilience s'active. Qu'est-ce que je peux avoir autour de moi? Et c'est pour ça que le travail de résilience care, toute cette, que ce soit la plateforme et tous les contenus que propose, participent à justement solidifier cette résilience avec différentes approches, différents contenus, différents regards. Ça permet de la mobiliser. Et ensuite, la question à se poser, c'est en fonction de chaque individu, parce que vous avez raison, Bruno, on vit avec, mais on vit à partir de ce qu'on est. Les individus n'auront pas besoin de la même chose. Quand je travaillais sur cette question, il y a des regards intéressants. Il y a des gens qui vont avoir besoin de beaucoup de repos, de beaucoup de silence, de beaucoup d'introspection. D'autres, au contraire, vont avoir besoin d'être hyper entourés, d'être mobilisés. Donc, la question à se poser, c'est pas tant est-ce qu'on est tous résilients, c'est comment je mobilise ma résilience par rapport à l'échelle que nous avons et voilà, qui est notre point de départ. Il me semble que c'est plutôt ça la question. D'accord. Deuxième question, c'est à un moment donné, vous citez donc Iris Fiat. Alors, je résume, hein, mais en disant que Ah, si le vous temps voulez, est bien Bruno, portant. on a l'extrait Ah bah voilà. cette Ok, partie-là. pardon.
Je vais trop vite. Non, non, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, on peut le diffuser comme ça. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Eric Fiat, qui nous sensibilise justement à cette différence de temporalité entre l'homme bien portant et l'homme malade. Et il explique que c'est peut-être une des plus grandes variations au-delà du vécu intime, des traitements, des vécus corporels, c'est de dire on ne vit pas dans le même espace de temps. Et le comprendre, l'accepter, sensibiliser aussi les autres en disant en fait là je ne peux pas être dans la même temporalité. C'est aussi faire appel à une empathie dont notre société manque parfois cruellement. Et non pas une empathie qui infantilise, mais au contraire, une empathie qui permet de dire il y a des moments d'existence où les temps sont différents. Oui, donc je disais, donc c'était Henri Fiat. Alors moi, pour illustrer vos propos, moi j'ai le sentiment dans mon parcours de patient d'avoir ressenti ça au moment, notamment, on m'a annoncé clairement qu'en gros, il fallait que je me mette un petit peu à jour de mes affaires parce qu'il ne me resterait pas très longtemps à vivre. Et donc, je suis ressorti de la consultation bon, sur mon fauteuil puisque je ne marchais plus, dans le couloir de l'hôpital, en me demandant en gros ce que j'allais faire. J'avais le sentiment d'avoir en face de moi une vitre, moi derrière, et le monde qui continuait à défiler devant. Et les propos que vous teniez m'ont fait me remémorer cette émotion-là. Moi, j'ai plutôt ressenti à travers mon parcours de la compassion plutôt que de l'empathie, en fait. Alors, pourquoi j'aurais aimé que vous puissiez un petit peu enfin, illustrer, développer ce point-là. Et ce que j'ai le sentiment que, en fait, moi, je donnais l'image de quelque chose que les gens ne veulent pas. Ou, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais comment dire, quand on parle de cancer, évidemment, on associe ça systématiquement à la mort. Moi, jamais. Hein, ça n'a jamais été le cas, mais j'ai le sentiment que je reflétais l'image qu'on ne veut pas voir de soi, en fait. C'est un petit peu ça. Et donc, plutôt que de l'empathie, moi, c'est plutôt de la compassion que j'ai ressentie. Voilà, c'était un peu ça, mais est-ce que vous pourriez développer un petit peu ce point-là sur cet aspect, enfin, le temps des bien portants n'est pas le même que celui des malades. Bien sûr, c'est une très bonne question. Alors, je dirais déjà pour faire la distinction entre les deux, la compassion, c'est le sentiment qui porte à plaindre autrui, C'est ça. à partager ses souffrances, donc à le plaindre. Et vous avez raison, de ce point de vue-là, à le distancier. C'est-à-dire, je le plains et ok, je partage ses souffrances, mais ce n'est pas moi. Je mets à distance sa souffrance. L'empathie, c'est la capacité à s'identifier à ce que la personne ressent. Donc, au lieu de le distancier, l'empathie, c'est comment dire, c'est intégré presque. Mhm. Et là où vous avez raison, c'est qu'Eric Fiat nous sensibilise en disant, bah, toute la problématique, justement, c'est que non seulement on tient à distance le temps de l'autre, ce que vit l'autre, mais en plus, alors on ne le formule pas comme ça, hein, mais en plus, ça nous exaspère. Euh, C'est un peu ça. non, mais en fait, c'est terrible parce que, évidemment, Oui. personne va formuler les choses de cette façon-là, mais inconsciemment, il y a quand même toute cette volonté de se dire, oh là là, il est lent, c'est fatigant, c'est pénible en fait qu'il ait un temps qui soit pas le même que le mien. Le temps des bien portants, qui est si rapide, si actif, qui fait des gestes rapidement, qui arrive à se mobiliser, à se dynamiser rapidement, bah, en fait, a du mal à intégrer le temps de l'homme malade. Et Eric Fiat explique à quel point c'est un empêchement au vivre ensemble que ne pas comprendre le temps de l'autre. Alors dans le rapport d'ailleurs malade et bien portant, mais dans le rapport en général, nos temporalités, nos différences de temporalité sont un des obstacles les plus importants au vivre ensemble. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est justement de se dire comment on fait un travail pédagogique suffisant pour passer de la compassion distanciée à l'empathie réelle. Comment on arrive à désamorcer ces espaces, ces rapports de tabou. Parce qu'en fait, l'exaspération, elle vient aussi de l'incompréhension du vécu. Je suis convaincue que
si on allait profondément dans le témoignage, dans la question, si on osait en fait désamorcer toutes ces craintes, tout ce voile qu'on met autour des malades, eh bien sans doute que l'empathie se mettrait en marche. Moi, je suis aussi directrice d'école, hein, on l'évoquait au début, j'ai créé plusieurs écoles et je suis toujours assez marquée par la façon dont les élèves, je dirais, mettent les pieds dans le plat. Quand il se passe quelque chose, on a souvent accueilli des enfants malades et c'est assez saisissant de voir qu'il se passe quelque chose de très différent de notre monde d'adultes. Quand on accueille un enfant malade, bah, les autres enfants, en fait, posent des questions, parfois crues, parfois un peu qui désarçonnent, hein, enfin, qu'on n'oserait pas forcément. Et pour autant, ce travail-là leur permet, en fait, non seulement de se familiariser, mais d'enclencher justement cette empathie, cette connaissance. Tout d'un coup, l'autre devient aussi moi. Donc, je crois que le point d'Éric Fiat est passionnant, c'est-à-dire de dire il y a des différences de temporalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait et comment on l'intègre? Alors, dans le cadre des écoles, mais aussi dans le cadre de la vie familiale, dans le cadre de la communauté amicale et évidemment dans le cadre du travail. Je crois que nous sommes très loin. Le cancer est présent, hein. C'est un mot qu'on entend, on connaît tous quelqu'un, mais je crois que nous sommes extrêmement loin encore d'avoir une perception aiguisée de ce que ça peut vouloir dire dans le concret, pas juste dans le spectre, pas juste dans la peur, pas juste dans le oh, c'est terrible ce qui lui arrive. C'est ça. Voilà, autre chose que dans cette espèce d'effroi que ça peut susciter. Ouais, moi, j'ai vécu à travers une expression, souvent, quand on vient vous dire bonjour, comment ça va, etc. Bon, à bientôt, bon courage. Hop, et les gens s'en vont. C'est-à-dire qu'on ne va pas plus loin dans la discussion, on ne cherche pas à comprendre. Et c'est pour ça que je parle plutôt de compassion plutôt que de réelle empathie. Complètement. Vous avez une autre question? Oui, il y avait une troisième question, mais il y avait un petit extrait, non, peut-être avant? Non? Voilà, Là, on n'a pas de troisième pas extrait. d'extrait. Ouais, donc, oui, vous parlez de vulnérabilité. Alors, moi, ça se voit, je veux dire, physiquement, ma maladie, elle est marquante. Donc, moi, je peux pas la cacher. Donc, j'ai pas de. Là-dessus, puis, j'ai pas de souci. Moi, maintenant, je suis obligé de me dialyser, voilà, parce que j'ai perdu mon greffon, j'ai été transplanté, etc. Donc, il y a des moments qui sont compliqués. Quand j'arrive au travail le matin, moi, je le dis. Ce matin, c'est pas la peine de me casser les pieds. Laissez-moi 2 heures et je reviens. Voilà. Mais je le dis. Et malgré tout ça, moi, je me rends compte, en fait, on est un petit peu. J'ai un sentiment un peu d'amertume parce que malgré le fait qu'on se révèle tel qu'on est, qu'on étale ses failles, etc., on est quand même dans un monde où la performance, c'est quand même ce qui prime, hein. Il faut être le premier partout, il faut être le meilleur, etc. Donc quand on affiche ses faiblesses, j'ai quand même le sentiment il y a une espèce de rejet, à l'instar des personnes handicapées, des personnes âgées, enfin, moi, je trouve que les personnes victimes de lourdes pathologies sont exclues. Moi, je l'ai vécu dans mon travail, hein, puisque quand je suis revenu, j'ai pas retrouvé mon poste. Donc, est-ce que vous partagez, moi, cette opinion-là? Et ce qui m'étonne, c'est quand dans les discours que l'on a, on dit enfin, la société se présente souvent comme solidaire, etc. Or, moi, je veux pas généraliser, mais c'est pas ce que j'ai vraiment vécu. Moi, j'ai plutôt vécu un peu l'exclusion. Alors, sans aller vraiment jusque-là, on n'est pas écarté, mais on voit clairement qu'il y a un changement d'attitude vis-à-vis entre la personne avant et le malade après. Moi, j'ai vécu ça dans le monde du travail, plus que dans la vie familiale, heureusement. Et savoir ce que vous en pensez, est-ce que vous partagez cette opinion-là ou pas, ou c'est... En fait, je crois, mais peut-être que ce sera l'objet aussi d'une discussion tous ensemble. Euh, on vit dans une société de la performance et dans une société de l'accélération. On vit dans une société qui est marquée. S'il y a une chose qui caractérise, c'est ça, c'est l'action, la performance, l'accélération, qui caractérise notre modernité. On se définit à travers le faire. Alors évidemment que la maladie dérange, et encore plus les pathologies lourdes. Évidemment que tout d'un coup,
ça met en péril, en fait, notre sécurité et nos systèmes de fonctionnement. Donc, comme ça dérange, le réflexe premier est d'être dans un espèce de déni, dans une mise à l'écart, pour que ça continue, en fait, à rouler. Et c'est pour ça, et alors c'est pas que je suis obsessionnelle, mais c'est pour ça qu'il y a un travail pédagogique, encore une fois, à faire. Faire de la place au témoignage, au récit, à la visibilité de la maladie, sans en faire quelque chose qui soit uniquement du pathos, sans en faire quelque chose qui soit uniquement justement cette compassion distanciée dont nous parlions, mais juste faire de la place à une multiplicité en fait d'expériences, de dire la vie c'est ça aussi. C'est-à-dire que la vie, elle contient, c'est l'idée qui me tient très à cœur, hein. La vie est amplitude. Il y a des traits hauts, il ne s'agit pas de les nier, mais il y a aussi des traits bas, et puis il y a des à côté. Et nous naviguons au cours d'une existence, que ce soit la maladie, ou que ce soit des deuils, ou que ce soit tout ce qui peut nous arriver, nous naviguons à travers cette amplitude. On en parle pour la maladie, mais vous savez, je crois que tous ceux qui traversent un deuil ont déjà connu cette expérience. Avant, le deuil, on mettait devant la maison, on mettait quelque chose de noir, on s'habillait en noir pour signifier qu'on était en deuil. Aujourd'hui, quand on est en deuil, on le mentionne, on peut envoyer un mail à ses équipes, hein, un peu proches, pour dire, voilà, je viens de perdre telle ou telle personne. Mais ensuite, quelle est la place? Donc, cette place de la vulnérabilité en général, quelle que soit sa variation, il y en a pas dans nos sociétés. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est presque un engagement actif que de raconter, que de témoigner, que d'oser aussi prendre la parole pour désamorcer, en fait, non seulement cet aspect de tabou, mais aussi pour montrer que l'existence contient toute cette amplitude-là. Donc, bien sûr que c'est un enjeu et c'est un enjeu de société. Et on voit bien qu'on ne peut pas continuer à fonctionner de cette façon-là parce qu'on est dans une société qui, sinon, est de plus en plus clivante, en fait. Avec ceux qui arrivent à être voilà, dans l'hyper-performance, l'hyper-accélération, etc. Et ceux qui sont dans les à côté. Et on voit bien qu'on ne peut pas vivre ensemble dans ces conditions-là. Donc, encore une fois, si on veut restaurer un vivre ensemble sain, si on veut être vraiment dans ce fantasme de solidarité, parce que je crois que quand les gens le prononcent, ils sont sincères, ils ne sont pas en train de se dire non, non, mais en fait, ils sont sincères au moment où ils le prononcent. Mais pour que ce ne soit pas un fantasme, mais juste un vœu pieux, eh bien, c'est un engagement éthique de faire de la place à d'autres récits et de faire de la place à la vulnérabilité. Ouais, et j'en profite, j'en profite. On a donc quelques questions et quelques commentaires qui remontent des personnes qui sont connectées ce soir avec nous. Et on a notamment Charlotte qui nous dit comment parler de ce qu'on traverse dans le monde du travail, justement. Alors, encore une fois, tout dépend du contexte, tout dépend des équipes, tout dépend des liens. Il y a ce qu'on traverse de manière factuelle. En fait, vous savez, je crois qu'il faut quand même partir d'un principe, c'est que les gens ne connaissent pas. En fait, les gens connaissent le mot cancer, mais à moins de l'avoir vécu, à moins d'avoir quelqu'un de malade dans son entourage, à moins d'avoir été pour X raisons particulièrement sensibilisés, les gens n'ont aucune idée de ce que ça signifie ensuite. On a un peu des mots qu'on accroche, genre chimiothérapie, mais il n'y a pas du tout de connaissance. Donc, je crois que pour en parler, on peut déjà s'accrocher, si on n'a pas envie d'être non plus dans l'impudeur, on peut déjà commencer par dire des choses factuelles, en fait, d'expliquer. Ben voilà, je vais traverser différentes étapes. Essayer de décrire un minimum ces étapes. Parce que bien souvent, il faut quand même souligner ça. C'est pas que l'autre s'en fout, c'est pas que l'autre manque d'empathie, c'est qu'il n'a pas les outils, c'est qu'il sait pas comment répondre aussi aux besoins. Donc c'est pour ça quand dans la première question, on demandait est-ce qu'on est tous résilients et je disais on construit sa résilience, c'est aussi la construire en essayant d'amener les autres. Je crois d'ailleurs que sur résilience, vous avez aussi des pistes pour que les aidants, pour que les proches puissent se mobiliser. Donc, c'est aussi dans le monde du travail, sans rentrer dans ce degré de proximité et d'intimité, c'est aussi essayer d'en parler en racontant voilà, déjà les différentes étapes et peut-être à travers ces différentes étapes, ce qu'on est en train de vivre et notre état d'esprit. Et ça permettra déjà aux équipes ou même à son employeur d'avoir une réponse un peu plus appropriée.
Je vous remercie profondément tous les deux, Marie et Bruno, pour ce temps de conversation. Euh, je vois l'heure tourner, donc je vais passer la parole à présent à notre deuxième binôme, donc Noémie et Marie-Odile. Je vais en profiter pour les présenter. Euh, donc, Noémie Silberg est écrivaine. Elle a 41 ans et deux enfants. Après une carrière d'avocate, elle est devenue entrepreneur, puis écrivaine. Devenue veuve à l'âge de 39 ans, Noémie a écrit un livre dans lequel elle raconte la perte de son mari décédé d'un cancer et comment elle a réussi, grâce à ses ressources, à vivre après Marc. Face à elle, nous avons Marie-Odile, qui est une patiente de notre communauté Résilience. C'est une jeune retraitée active de 62 ans. Rencontrée grâce au programme de yoga Résilience, Marie-Odile vit avec un cancer du sein métastatique osseux depuis 2021. Mariée et ayant trois enfants qui l'entourent de tout leur amour, elle souhaite aujourd'hui mieux prendre soin d'elle, notamment grâce aux soins de support. Comme on a fait précédemment, j'invite ceux qui nous regardent à poser des questions qui seront nourries par cette conversation à venir entre Noémie et Marie-Odile. Et on va lancer un premier extrait de l'épisode témoignage de Noémie pour pouvoir débuter cet échange. Quand on est confronté à une situation qu'on n'a pas choisie et qui nous est défavorable, et en l'occurrence elle était très défavorable, il faut essayer de la dompter et de dealer avec ça. Et d'en tirer tout ce qu'on peut en tirer de positif. Marie-Odile, je t'en Oui, prie. bonsoir à tous, bonsoir Noémie. Bonsoir Marie-Odile. Bon, vous tous qui venez d'entendre ces mots, vous vous sentez peut-être en décalage par rapport à votre propre traumatisme lié à l'annonce plus ou moins récente d'un cancer en vous disant: ah ben c'est bien beau de nous dire de trouver des ressources, du positif dans l'épreuve et de la résilience, mais si vous êtes à l'écoute, n'est-ce pas que vous êtes déjà sur le chemin du vivre avec ou après la maladie? Noémie, ma question, Noémie, pensez-vous comme moi qu'il faut d'abord traverser et accepter certaines émotions avant de se dire: et maintenant, qu'est-ce que je veux vivre? Je crois que quand on est confronté à une épreuve, on passe forcément par différentes émotions et c'est ces émotions qui nous construisent et qui font qu'on arrive malgré nous à une espèce de conclusion et de savoir où on en est. Et je crois que ces émotions, elles permettent, consciemment ou inconsciemment, en tout cas je parle pour moi et je parle en tant que... Enfin, moi j'ai été aidante, enfin, c'est une situation qui est un peu différente, enfin tout à fait différente d'ailleurs, mais et je crois que ces émotions, elles permettent une introspection. Euh, et donc, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai eu besoin de passer, je suis passée par différentes phases. Et effectivement, euh, si je m'étais entendue dire ça au moment, peut-être 2 ans plus tôt, euh, je me serais traitée de folle. Parce que, évidemment, la première étape par laquelle je suis passée, je me suis effondrée et ça a duré des semaines et des semaines. Euh, et je crois que malgré tout, euh, il y a plusieurs choses, en tout cas en ce qui me concerne, qui m'ont aidée. D'abord, il y a le temps. Le temps, c'est une phrase qui est évidente, mais c'est vrai que le temps, il nous permet d'être résilient et d'apprendre à vivre avec les choses parce que une information qu'on... Enfin, je veux dire, euh, on exprime une émotion, quand on exprime... Pardon, je recommence. Face à une information, à un temps T plus 1 ou à un temps T plus 10, on est évidemment quelqu'un de totalement différent. Alors, c'est inaudible de se dire que le temps aide, mais en tout cas, voilà, malgré tout, je crois que c'est quelque chose, c'est comme ça. C'est comme ça. Et,
et parfois, il faut avoir la patience de digérer les choses. En tout cas, moi, j'ai mis du temps à les digérer et j'ai fini par les digérer. Il y avait une autre chose, moi, qui m'a été très, très utile, les ressources, en tout cas, qui ont été les miennes. Et une des ressources, et j'entendais Anne-Sophie vous présenter Marie-Odile en parlant de vos trois merveilleux enfants qui vous entourent avec beaucoup d'amour. Moi, dans une autre situation, j'ai eu cette même chance que vous, et je crois que c'est vraiment une chance que tout le monde n'a pas. C'est d'avoir l'amour et le soutien de ses proches. Et ça, c'est une aide qui est fondamentale, et je crois il faut vraiment s'accrocher et s'en servir parce que ça donne de l'oxygène. Tout à fait. Tout à fait. Merci, Je ne Noémie. sais pas Merci. si j'ai répondu à votre question. Si, tout à fait. Et je pense que ça parlera peut-être à d'autres personnes parce que moi aussi, je me suis effondrée à l'annonce d'un cancer en plus métastatique osseux. Donc, moi, j'ai demandé, j'ai combien de temps à vivre? Et après, il a fallu du temps de se poser et de se dire, bah oui, il va y avoir avec la maladie et vivre avec, en fait. Moi, je suis dans le vivre avec. Parce que c'est un cancer métastatique et forcément un cancer chronique qui demande un suivi à vie. Donc forcément, il ne faut pas penser qu'à la maladie et se donner, se dire, il y a autre chose, il n'y a pas que le temps. Et j'en viens justement à ma deuxième question. La maladie, Alors c'est du temps. j'en profite. On a le deuxième extrait, Marie-Odile, qui précède ta Vas-y. question. Ouais. Tous les gens qui traversent un moment difficile, quand on est au fond du seau, on est au bout du rouleau, on pense qu'on a la tête sous l'eau et qu'on ne peut pas remonter, quoi qu'il arrive, on ne va pas y arriver, c'est là où on a besoin de ces ressources. Et on a tous des ressources. Voilà, comme on disait, on a les enfants à côté, on puise dans les amis, dans la famille qui sont là pour un soutien. Et c'est vrai que c'est bien de trouver quelque chose, voilà, de trouver un autre temps à côté. Et j'en viens justement à ma deuxième question, parce que la maladie, c'est du temps. Il y a le temps de l'annonce, le temps des soins, cette partie est liée au monde médical, mais il y a aussi le meilleur du temps, celui qui nous reste, mais où l'on se retrouve aussi face à nos questions, à nos angoisses. Et c'est en regardant autour de moi que je me suis dit, bah, je ne suis pas la seule à vivre une épreuve. Il y a toutes sortes d'épreuves. Et Noémie, vous qui avez été présente pour accompagner votre mari, vous avez trouvé la force pendant la maladie et après le départ de votre mari, la force de vivre après, comme vous le dites dans le titre de votre livre. Mais le présent, ne pensez-vous pas que le présent est nourri du passé? Si, bien sûr, je crois que le présent est nourri du passé parce que c'est le passé qui nous a construits, parce que c'est le passé, moi en tout cas, c'est vrai que c'est ce que j'ai vécu, c'est l'amour qu'on a vécu ensemble qui m'a donné cette force. Et c'est tous ces souvenirs qui sont pour moi des choses qui me donnent beaucoup d'énergie et voilà, et avec lesquelles je vis et que je cultive beaucoup. Et je crois qu'il faut se servir de ce qui nous a construit. C'est difficile parce que c'est difficile de répondre à cette question parce que je suis dans un autre, On est dans en... une, mais en tout cas, le passé pour moi, dans ma façon de vivre est très importante et je le cultive beaucoup avec mes enfants et on se nourrit des images qu'on a, des souvenirs qu'on a. Mais moi, mes enfants, ils sont petits, donc leurs souvenirs, je ne sais pas ce qui est du souvenir et qu'est-ce qui est mélangé avec les anecdotes que je leur ai racontées. Mais en tout cas, oui, ce sont des choses qui m'ont énormément aidée, tant par les photos, les vidéos, les histoires. Mes enfants, ils me demandaient les premiers temps, toute la première année, de raconter tous les soirs une anecdote sur leur père. Et j'ai essayé toujours, et j'essaye toujours, de faire en sorte que ce passé, même si aujourd'hui, il y a des choses qui sont difficiles et il y a beaucoup de nostalgie et de mélancolie, mais de faire en sorte qu'il soit positif et gai parce que c'est l'image que j'ai envie que mes enfants aient et que j'ai envie qu'ils se construisent. Euh, j'ai pas envie qu'il y ait de pathos, j'ai pas envie et j'ai toujours fonctionné comme ça.
J'ai toujours voulu tirer le positif et je crois que de toute situation, euh, parfois c'est très difficile et il y a des moments où c'est même indicible, mais il faut essayer de trouver quelque chose de positif. Et je pensais pas encore une fois, que je pourrais dire ça aujourd'hui, mais la mort de mon mari a fait que j'ai rencontré des gens extraordinaires. Parmi ces gens extraordinaires, ben, il y a résilience, que j'aurais jamais découvert sans ça. Et j'ai rencontré des gens qui ont vécu des coups durs. Et je dis toujours qu'il y a une espèce d'instinct animal, même si on n'a pas vécu le même coup dur, même si on ne vit pas le même coup dur. Le fait d'avoir eu une souffrance fait que on se ressent et on se reconnaît et que ça crée une solidarité, une entraide qui est hyper importante. Et ça, ben, sans mon drame, je ne l'aurais pas vécu. Et voilà, et je crois que enfin, je suis heureuse et émue de le dire là parce que moi, j'ai connu Résilience quand j'ai sorti mon livre. J'ai connu Céline et puis ensuite, j'ai connu voilà, d'autres personnes et faire participer à ces pensées de résilience et peut-être d'une certaine manière aider d'autres personnes, ben, c'est formidable. Voilà, donc ça, c'est le positif que je tire de mon drame. Alors, je suis totalement d'accord avec vous, même si on est, comme vous dites, vous êtes aidante et je suis plus patiente. Mais je suis d'accord avec vous, j'aurais jamais connu résilience si ce cancer n'était pas arrivé. Jamais je serais intervenue mais dans le même but de se dire, bon, bah, si ce soir, il y a une personne qui se dit, ah, bah, elles ont réussi, on va prendre du temps, mais on va y arriver. On est solidaire en fait et on se dit, bah, on n'est pas tout seul. Et moi, j'ai pas envie non plus d'être la tête sous l'eau et de me montrer toujours sous un aspect négatif vis-à-vis de mes proches et de mon entourage. Et ça se fait au fil du temps, ça se fait presque naturellement, même s'il y a des moments, bah, quand on a le résultat d'un examen, quand on a, ben, il y a là, à ce moment-là, on est un petit peu, on est moins bien. Et puis ça repart après, on se dit, bon, bah, allez, ça, c'est le temps du médical, maintenant, il y a le temps d'après. Et essayons de trouver le meilleur parce qu'il y en a d'autres qui vivent d'autres choses ou qui n'ont pas la chance d'avoir le temps de penser à ces choses qui sont aussi positives, mais quelquefois des choses toutes simples, ne pas aller chercher à gravir l'Everest mais de chercher près de soi des choses toutes simples. Cet après-midi, j'étais dans mon jardin, c'est un bonheur, et ben ça fait partie, c'est des petits bonheurs qu'il faut chercher. Et c'est vrai que j'ai la chance, je vais passer à ma troisième question, j'ai la chance d'être extrêmement bien entourée par ma famille, mes amis, mais je leur ai bien dit clairement, parce qu'il y a 3 ans que je vis avec, j'ai pas envie de répéter tous les jours, mais comme le disait Marie tout à l'heure, il faut quand même bien expliquer, bien poser des mots sur ce qu'on a, leur dire voilà, parce que certains me disent, ah ben maintenant ça fait 3 ans, t'es guéri. Non, je serai toujours en traitement, je me soigne. Voilà. Et je leur ai dit clairement à ma famille, mes amis proches, je suis malade, je vais me soigner, mais surtout si vous voulez m'aider, restez comme vous êtes, ne changez rien, ne me surprotégez pas. Si je vais mal, je vous le dirai. Et à côté de cela, comme j'ai beaucoup d'examens médicaux, j'ai créé un WhatsApp où je donne un petit bulletin de santé quand j'ai des examens principaux, parce que sinon j'avais 15-16 appels parce qu'ils savaient que j'avais un examen, et je passais toute ma soirée à dire oui, alors je récitais à chaque fois la même chose. Et là, il y a un bulletin de santé quand j'ai entre autres un PET scan ou des résultats, et je leur donne mes résultats, ils me mettent un petit smiley, un petit mot, et puis c'est bon, je passe à autre chose. Ça m'évite de répéter. Et justement, Nomi, je voulais savoir si le fait d'avoir écrit votre livre, ça a permis de le transmettre à votre entourage, de dire votre parcours. Était-ce un peu dans le même but, ne pas avoir à répéter sans cesse toutes vos émotions, tout ce que... Est-ce que c'était pas une porte ouverte à l'échange à vos proches, sans avoir à les prendre un par un et à leur dire qu'ils aient une vue globale et puis de se dire, ben voilà, c'est Noémie, elle est comme ça. Alors, non, moi, pas du tout. Pas du tout. J'ai écrit parce que c'était vraiment une nécessité pour moi. Et pour tout vous dire, j'ai commencé à écrire la veille de la mort de mon mari. J'avais ce besoin de me libérer de tout ce que j'avais en moi.
Donc c'était pour ça, c'était aussi pour laisser une trace à mes enfants et parce que je pense que ce que j'ai écrit à ce moment-là, c'est pas la même chose que ce que j'aurais écrit aujourd'hui parce que la mémoire fait défaut, parce que les émotions évoluent, parce qu'on n'a pas le même regard et parce qu'on voilà, on voit pas les choses de la même manière. Non, et puis je dois vous dire que je j'ai pas de, enfin, je parle beaucoup, donc c'était pas pour m'éviter ça. Au contraire, moi j'adore. Pour moi, parler de mon mari, c'est un peu comme si je le faisais vivre et c'est un peu comme s'il était près de moi. Et c'est aussi pour ça que j'ai adoré faire la promotion de ce livre parce que j'avais toujours l'impression de l'avoir dans ma poche. Et voilà, et c'était génial et qu'on était tous les deux. En revanche, l'écriture, et je ne sais pas si ça va faire le lien avec la suite, mais peut-être un peu, l'écriture pour moi, ça a été vraiment, vraiment thérapeutique, plus que tout, parce que ça m'a permis de faire cette introspection dont je parlais tout à l'heure et d'anticiper chaque chose, d'avoir un cadre euh, et de savoir où j'allais. Toute ma première année de deuil, bah, toutes les premières fois, c'est compliqué, c'est des premières fois et c'est difficile. Et le fait d'écrire et d'anticiper, c'était un peu comme mon saut en parachute. Je le faisais déjà à l'écrit, donc ça m'aidait une fois que ça arrivait. Et ça m'a fait prendre conscience de plein de choses d'écrire. Et je suis assez convaincue que l'écriture peut aider tout le monde et qu'on n'a pas du tout besoin, enfin, on a besoin d'être personne pour écrire. Moi, je ne sais pas écrire, j'étais avocat, j'écrivais des conclusions, mais ça ne veut pas dire que j'écrivais bien. Et puis, on peut écrire juste pour, voilà, pour avoir un cadre, mais je trouve que ça permet de sortir de son corps, d'avoir du recul et c'est génial. Et voilà, et j'ai envie de partager ça. Moi, ça, c'est pas que ça m'a évité de répéter, je pouvais le répéter à l'infini et parler de mon mari à l'infini, ça me dérangeait pas, au contraire. Mais c'était vraiment pour poser les choses par écrit. Et puis voilà, ça m'a fait du bien et je pense que peut faire du bien à plein de gens. Et on n'est pas du tout obligé, évidemment, d'écrire pour publier. On peut écrire pour soi, mais ne serait-ce qu'un tout petit peu chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Mais je crois que c'est un exercice qui est formidable et que c'est une super ressource. On a une question qui est posée par Jérôme qui nous dit comment proposer notre soutien à une personne malade qui refuse l'aide qu'on lui propose? Est-ce égoïste de simplement patienter et laisser cette personne revenir vers nous? Alors, moi, j'ai une petite idée là-dessus. Enfin, j'ai été contactée par une amie qui, elle, avait quelqu'un d'autre dans son entourage qui avait un cancer et qui s'était refermée totalement sur elle-même et elle ne savait pas comment lui venir en aide. Et là, ça va rejoindre Noémie. Je lui ai dit, ben, au cas où tu lui écris une lettre, tu lui dis que tu es là, que tu comprends tout à fait qu'elle n'a pas envie, qu'elle n'ait pas envie d'en parler, mais que si un jour elle a envie, ben, que tu seras à son écoute, mais qu'il n'y a aucune obligation et que ça ne changera rien dans leur relation, mais que tu respectes le fait qu'elle n'ait pas envie d'en parler. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'en parler, mais de pouvoir en l'écrivant, lui dire je suis là. Elle n'a pas besoin de répondre à un message, elle l'a lu. Maintenant, elle en fait ce qu'elle veut, en fait. Je pense et ça rejoint Noémie sur le fait d'écrire, en fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais qu'on peut écrire. Moi, j'ai le sentiment que d'une manière générale, dire ce qu'on pense, finalement, parfois on dit mais je sais pas comment dire et est-ce qu'il faut que je dise? C'est un peu la question. Et je crois qu'en fait, il faut dire ce qu'on pense et de dire bah voilà, je suis gênée parce que j'ai pas envie de passer pour, mais j'ai pas envie de t'embêter et je voudrais juste te dire voilà, je pense ça et je suis là et je crois que dire naturellement, c'est la meilleure recette. Faut le dire tout simplement, avec des mots tout simples, comme on a dans l'entourage des gens. Bon, bah oui, on parle de la maladie. Dans mon cas, la maladie, elle est là. On en parle et puis après, on parle à autre chose. Je ne suis pas non plus. Si on me demande comment ça va, je leur dis, je vais bien, vous inquiétez pas, voilà. Ou s'il y a un changement de traitement, bah, je vais continuer et puis on verra et on passe. Bon, bah là, on passe une soirée, on passe un bon moment ensemble et au fil du temps, ça se fait naturellement. Et en fait, il n'y a rien comme question, moi, qui me gêne. Je suis ouverte à tous les mots. Et comme disait Marie tout à l'heure, les enfants dans une classe, là, moi j'ai trois petits-fils et ils m'ont sorti des trucs,
un peu bizarre, mais et c'était bien parce que c'était tout à fait naturel. Ils sont pas compliqués et je leur ai répondu le plus naturellement possible sans en rajouter. Mais il faut dire ou écrire, mais il faut, quand on peut s'exprimer d'une façon ou d'une autre, ça soulage. Merveilleux, merveilleux. On a Estelle qui nous écrit aussi et qui nous dit, est-ce que finalement, la résilience, ça n'est pas de trouver du sens, quelles que soient les épreuves? Oui, parce que de toute façon, la vie, elle a du sens. Elle a toujours du sens. Faut aller dans le bon sens. Mais euh, oui, la maladie est là, mais moi, je la mets. Il y a un médecin qui m'a dit, vous l'avez mis dans un sac à dos, vous le baladez, vous le posez pour le soigner, puis bah, après, je repars, je le pose, mon sac à dos, je le reprends pour les traitements. Et à côté de ça, euh, voilà, à côté de ça, on profite. On a peut-être encore plus le sentiment des choses toutes simples, de l'importance des relations, et de l'importance d'être bienveillant. Moi, je suis à la limite bienveillante avec les autres, pour pas, avec mon mari aussi qui vit du coup au quotidien ce qu'on vit. Et c'est pas toujours facile de m'entendre. C'est pour ça que j'ai créé un WhatsApp, parce que les amis téléphonaient, ils m'entendaient répéter 15 fois la même chose. Et c'est lourd pour un proche. Ils ont envie, on essaie aussi de protéger ses proches, en fait, aussi. Parce qu'eux, ils sont là pour nous. Moi, j'essaie d'être là pour eux. Bien, un immense merci à toutes les deux. Merci Merci à vous. également à notre Merci, binôme merci pour précédent, tout. donc Marie et Bruno. Euh, et donc, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, nous avons une deuxième partie de cette conférence qui va être un atelier d'écriture avec Marie-Robert qui va nous guider pour les quelques trentaines de minutes à venir autour de la résilience. Merci, merci beaucoup. Je reprends la parole. Merci à tous pour ces témoignages. Oui, je lis beaucoup dans les commentaires, témoignages touchants. Je crois surtout que c'est ce que j'évoquais avec Bruno. Vous entendre, en fait, éveille tellement de choses en nous. C'est-à-dire tout d'un coup, et c'est pour ça que ces espaces-là sont importants. Et vous vous rendez compte, en fait, c'est ça qui est prodigieux, c'est qu'il faut des espaces comme ce Zoom pour tout d'un coup réaliser, comprendre, se dire, quand Marie-Odile raconte le groupe WhatsApp, quand on est étranger à ça, on ne se rend pas du tout compte de ce que ça peut vouloir dire. Quand on vient de traverser euh, des examens médicaux, ce que ça peut vouloir dire de répéter, répéter, de redire, d'appeler, de passer une soirée entière à être à nouveau dans le même récit. En fait, c'est des détails qui paraissent complètement anodins, mais qui deviennent tellement importants. Donc, merci à vous pour toutes ces contributions, pour tout, enfin, pour tout ce que ça évoque. Et je crois que c'est comme ça qu'on apprend à faire société. C'est en essayant de comprendre profondément ce que vit l'autre. Euh, alors effectivement, ce soir, l'idée était de vous proposer aussi un atelier d'écriture, comme le disait Noémie. Euh, Peut-être que l'écriture, au-delà de fixer les choses, permet aussi de s'en détacher, d'y mettre de la conscience autrement. Absolument pas besoin, vous allez le voir, de savoir écrire, c'est pas le propos. C'est pas du tout, l'ambition n'est pas d'avoir du style ou l'ambition n'est pas d'écrire quelque chose qui soit beau. L'ambition est juste de faire ce qu'on appelle de l'écriture introspective, c'est-à-dire essayer à travers des exercices de déposer ce qu'on a à déposer. De laisser justement les émotions qu'on ne peut pas toujours raconter à ses proches, qu'on ne peut pas toujours aussi, que même si c'est des amis, même si c'est des aidants, voilà, les déposer quelque part. Alors, avant de vous proposer un premier exercice, c'est des temps qui sont minutés, alors encore plus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais aussi parce qu'il y a un côté de contrainte créative, hein. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir juste, ok, en quelques minutes, je dépose ce que j'ai à déposer. Vous pouvez évidemment les refaire. Je vais vous proposer bientôt un premier exercice, mais je vais juste revenir un instant euh, pour, euh, pour qu'on se fixe, pour qu'on s'ancre après tout ce qu'on vient d'entendre dans justement ce terme de résilience. Ce terme de résilience, on l'entend beaucoup, beaucoup depuis une vingtaine d'années. C'est un mot qui est venu conquérir tous les espaces, pas seulement les espaces médicaux d'ailleurs.
Il est à peu près la réponse qu'on donne dès que quelqu'un a vécu un traumatisme, hein, quel qu'il soit. On dit il faut être résilient, tu comprends? Et donc, il exprime tout ce que Samuel Beckett dit dans Fin de partie. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase. Cette phrase dit « Je ne peux pas continuer, je vais continuer ». Donc, la résilience, ce serait cette étape, cette espèce de post-frontière qui nous permet de continuer. Mais tout le problème, et c'est ce qu'on évoque dans cette série de vidéos, mais c'est ce qu'on évoque aussi depuis le début de ce Zoom, tout le problème, c'est que continuer, ok, mais de quelle façon? Pourquoi? Comment? À travers quelles étapes? Avant d'être un terme psychologique, la résilience, ça renvoyait, vous le savez sans doute, hein, mais au monde de la physique. C'est-à-dire que la résilience, ça désignait la valeur qui caractérisait la résistance au choc d'un métal. Donc, c'était un terme qu'on retrouvait dans l'armement, qu'on retrouvait dans l'aérospatial et qui montrait la capacité d'un système de fonctionner en mode dégradé. Donc, on en parlait du vivre avec. Ben, la résilience, c'est fonctionner en mode dégradé tout en évoluant dans un milieu hostile. Donc, la définition même, c'est comment un système peut fonctionner en cas de panne. Comment un système ou une architecture réseau peut fonctionner en cas de panne. Et donc ensuite, c'est par la suite qu'on a commencé à l'appliquer à la gestion d'entreprise, en parlant de résilience organisationnelle, de résilience dans tout un petit type de communauté, de lieux, d'espace. Elle est devenue, au fil des années, elle est passée de la physique à finalement la capacité qu'ont les individus à surmonter les chocs traumatiques. J'ai oublié de vous dire, mais bon, c'est pas très important, mais le terme même résilience, hein, l'étymologie, c'est résilio. Ça veut dire littéralement rebondir. Résister, rebondir. Pour l'anecdote, la toute première fois que le terme résilience apparaît, en anglais, pas en français, c'est en 1626. C'est le philosophe Francis Bacon qui l'utilise dans un ouvrage qui s'appelle Histoire naturelle. Et il l'utilise, lui, pour parler de la manière dont l'écho rebondit. Quand on crie dans une salle, la manière dont l'écho va rebondir et laisser une trace. Alors, l'anecdote peut vous paraître secondaire, et pour autant, il faut l'avoir en tête. Cette idée d'écho qui laisse une trace. On a crié et le cri continue à se répandre, bien après le choc premier. Donc, c'est pour ça qu'il l'utilise en tout premier. Et on le retrouve ensuite. Moi, je suis philosophe du langage à l'origine, donc j'aime bien savoir d'où viennent les mots. On le retrouve ensuite dans un texte qui s'appelle Dialogue divin. Cette fois-ci, on est en 1668. Et c'est un philosophe, lui aussi, qui s'appelle Henry More, qui évoque la résilience face à la misère. Qu'est-ce que c'est de vivre quand on n'a connu que la misère? Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a toujours cette idée un peu différente de son acceptation physique, de dire comment les choses laissent une trace, comment elles continuent à nous habiter. Autre exemple d'utilisation, et c'est un des premiers, parce qu'en fait, dans la langue française, le mot résilience apparaît extrêmement tard. Tout ce que je vous raconte, c'est vraiment en anglais. Les Anglais l'ont utilisé assez tôt, donc je vous disais 1626 avec Francis Bacon, 1668 avec le philosophe Henry Moore. Il y a aussi au 19e siècle, en 1857, on parle de résilience, un médecin américain, pour parler des Japonais qui ont été confrontés au tremblement de terre, mais aucune utilisation en français. La première fois que le terme est utilisé en français, c'est avec le romancier André Maurois, qui lui donne le sens qui est son sens actuel dans une biographie qui est consacrée à l'auteur George Sand. Et il écrit ceci: dans son deuil, encore une fois, elle étonna ses amis par son immédiate résilience. Et c'est la toute première fois
qu'on emploie ce terme en français pour mettre en évidence chez George Sand sa capacité, après toute une série de tragédies, hein, à traverser les difficultés et à chaque fois rebondir. Par la suite, évidemment, ça vous le savez, donc je passe un peu plus vite, le terme a été vraiment popularisé par Boris Cyrulnik, qui va lui donner une dimension extrêmement importante dans notre langage courant. Il en parle de notre capacité à surmonter un choc traumatique. Alors, il en parle en passant par l'intime, puisque Boris Cyrulnik, s'il emploie le terme résilience, avant que ça devienne un terme justement popularisé, un terme médiatique, il l'emploie pour raconter sa petite enfance. Ses parents ont été déportés, puis tués à Auschwitz. Lui, il a été placé à l'assistance publique. Il a 6 ans et demi. Il est placé à l'assistance, recueilli par son institutrice. Et lui, il a 6 ans et demi lorsqu'il est dénoncé, arrêté lors de la rafle des Juifs de Bordeaux en janvier 1944. Et puis, par instinct, il parvient à se cacher, à s'évader grâce à une infirmière. À 11 ans, il décide de devenir psychiatre pour comprendre, pour étudier l'esprit humain. Et donc, Boris Cyrulnik, pour raconter ce que je raconte en quelques secondes à peine, pour raconter son destin, montre en fait qu'à chaque fois, ce qui lui a permis en fait de se reconstituer, ce qui lui a permis d'avancer, ce qui lui a permis de continuer, c'est justement cette idée de résilience. Donc, pourquoi je vous présente ce panorama avant de vous proposer un premier exercice d'écriture? C'est parce qu'on comprend que la résilience, que ce soit en physique, que ce soit en aérospatial, que ce soit pour parler de George Sand, que ce soit pour parler de Boris Cyrulnik, que ce soit dans une organisation, quel que soit l'espace, c'est que la résilience est cette capacité justement à rebondir. Et qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus mise en avant parce qu'on estime justement dans une société de l'accélération et de la performance que notre pouvoir le plus puissant, c'est de rebondir, c'est de continuer. Que ce « je ne peux pas continuer, je vais continuer » devient une obligation. Alors une obligation qu'on peut vouloir nous-mêmes, hein, mais en tout cas une injonction à la résilience. Sauf que tout le propos et tout ce qu'on est en train de partager en commun, c'est de montrer que la résilience, cet écho qui laisse une trace, c'est pas immédiat. Comme je le dis dans mon partage dans la vidéo, c'est pas juste un bouton sur lequel on appuie. Pour qu'on puisse rebondir sereinement, pour qu'on puisse rebondir avec force, avec vigueur, pour qu'on puisse continuer. Et c'était très parlant dans les témoignages de Noémie et dans les témoignages de Marie-Odile. Pour qu'on puisse continuer, encore faut-il avoir un espace où on réalise le choc, où on s'effondre, où on pousse un cri, où on accepte d'être dans la douleur, d'être dans la peur, d'être dans la souffrance. Et en fait, toute la problématique, à force de valoriser la résilience des individus, des organisations, des sociétés, puisqu'on parle de la résilience même pour des sociétés, c'est qu'on oublie ce temps d'avant. Ce temps de quoi avons-nous besoin d'être résilients? C'est quoi notre drame? C'est quoi notre chagrin? Qu'est-ce qui nous blesse? Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui nous effraie? Qu'est-ce qui nous anéantit? Il n'y a pas de possibilité, et ça Boris Cyrulnik l'évoque avec beaucoup d'émotion et beaucoup de justesse, il n'y a pas la possibilité d'être pleinement résilient si on n'a pas fait un espace, si on n'a pas pris pleinement conscience de son drame, si on n'a pas pris pleinement conscience de son choc. Et même dans la physique, qui n'est pas toujours la science des émotions, même dans l'aérospatiale, il y a on mesure parfaitement le choc avant de parler de résilience. On le mesure, on le note, on le cartographie, on l'identifie. Donc encore plus dans l'âme humaine, laisser de l'espace à son choc.
Le premier exercice que je vous propose, qui peut vous paraître banal, mais qui est un exercice, à mon sens, extrêmement important, c'est justement de prendre une feuille ou votre ordinateur ou un Word ou l'onglet discussion de webinaire et de prendre quelques minutes pour écrire. De quoi avez-vous besoin d'être résilient? Alors, peut-être que c'est de votre maladie, mais de la mentionner, de l'écrire, de dire tout ce qui a pu vous blesser, tout ce qui a pu vous confronter, tout ce qui a pu vous choquer. Et encore une fois, pas seulement la maladie, mais tout ce qui vous vient. Accueillez tous les événements qui surgissent dans vos pensées. De quoi avez-vous besoin d'être résilient? C'est pas évident. Vous pouvez juste faire des tirets, vous pouvez faire un paragraphe, vous pouvez juste avoir des mots qui vous renvoient à des images. Mais prendre la mesure de quoi avons-nous besoin d'être résilients. Et encore une fois, peut-être qu'au cours de notre existence, il y a plein de choses. Et c'est pas grave. Ça fait pas de nous des gens plus faibles ou des gens plus vulnérables ou des gens à mettre à l'écart. Au contraire, c'est prendre la mesure de nos drames, prendre la mesure de nos chocs et de la trace qu'ils laissent en nous. Donc, premier exercice, à lâcher, à y aller. De quoi avons-nous besoin d'être résilients? Je vous laisse quelques instants. Pour ceux qui ont envie de témoigner, de partager, vous pouvez évidemment mettre dans la discussion de webinaire, parce qu'on l'a bien compris ce soir, peut-être que plus on partage, plus on s'aperçoit qu'on a tous besoin d'être résilients de quelque chose. Je vous dis à tout de suite, je vous laisse 3 minutes. De quoi avons-nous besoin d'être résilients?
Alors, je me permets de réactiver le son. Après le temps écoulé, évidemment, ce sont des exercices que vous pouvez refaire, prendre ce temps, tout cet espace, en fait, pour formuler. Je me permets également de lire quelques messages qui ont été partagés. Françoise nous dit « Après mon deuxième deuil, qui a été tragique, j'ai eu plusieurs mois de chagrin, d'effondrement. Je suis tombée très bas, j'ai tout fait. J'ai essayé de prendre sur moi, mais je n'en pouvais plus de subir cette deuxième épreuve. Je commence à reprendre un peu ma vie, doucement. » Bruno nous écrit « J'ai besoin d'être résilient du sentiment d'injustice, d'exclusion que provoque ma maladie génétique, qui se rappelle à moi régulièrement. » Séverine, j'ai besoin d'être résiliente de la peur d'inquiéter mes enfants, de les quitter peut-être trop tôt, de leur annoncer de mauvaises nouvelles, et par là, de leur ôter de l'insouciance. Dans la traversée de la maladie, c'est vraiment ce rôle de protection que je me donne en tant que mère et auquel je pourrais faillir, qui est mon plus grand choc. Laura, de la méchanceté, de la médiocrité, de l'injustice de certains de mes supérieurs hiérarchiques. Jennifer, besoin d'être résiliente du délabrement intime que représente l'annonce de la maladie. Résilience du temps qui s'est figé à l'annonce et de la vague d'angoisse dans laquelle j'ai été emportée. Marie, être résiliente de mes diminutions en termes de rendement et de compétences, de mes fonctionnements défensifs qui se sont créés depuis ma maladie, de mes vulnérabilités, de mes traumas passés. Odile, puisque je suis vivante, il faut absolument que je sois tendre avec moi-même, indulgente, et que je profite du temps présent avec mon entourage affectueux. Être résiliente autant que je peux, car mon présent est de meilleure qualité que celui de bien d'autres. Isabelle, de la peur de la mort, de la difficulté à se projeter. Françoise, il y a un peu plus d'1 an, j'ai traversé 3 cancers, 2 seins plus poumons, et ce relativement bien. Sauf le choc de m'entendre annoncer la découverte d'un nodule au poumon par téléphone, sans précaution, en me demandant si je voulais passer un scan TEP. Puis un parcours face à un oncologue et de certains soignants manquant totalement d'empathie. Il m'a fallu du temps et du travail pour se départir de ce sens d'injustice par manque d'écoute et de l'écrasement d'une institution. Marlène, la mise à l'écart, la culpabilité, la faiblesse, la fatigue, le besoin de reconnaissance, d'existence, d'être entendue, comprise, considérée, aimée. Même si je n'ai plus de place socialement, même si je me sens inutile, j'ai besoin d'être avec le monde, avec la vie. Se réveiller à la vie, nous avons tous notre place, nous sommes tous des soleils. Et enfin, Manuela, j'ai été résiliente quand j'ai perdu mon père. J'ai été résiliente quand j'ai perdu mon fils. Aujourd'hui, je me bats pour ne plus avoir à l'être. Et Marie-Odile, la résilience me permet d'être un peu plus égoïste, de penser à moi. De cette façon, j'arrive à vaincre mes angoisses, ma peur de la mort. Je vis beaucoup mieux chaque jour pour moi et pour mes proches. Merci pour ces témoignages. L'intérêt de ce qu'on partage ici et de le déposer là, c'est justement de prendre la mesure. Quand on nous demande d'être résilient, et c'est ce que je voulais évoquer à travers ce rapide panorama des définitions, c'est qu'on oublie souvent de nous laisser la place du choc, de mesurer ce choc, de comprendre ce choc, de l'intégrer, de le verbaliser, de le crier, de le pleurer, de le jeter. Donc, le travail d'écriture, comme l'évoquait Noémie, il participe à la résilience, pas tellement parce qu'il va l'enclencher, mais parce qu'en racontant le choc, il va permettre justement qu'on soit déjà là pour le déposer quelque part. Par la suite, ce que je voulais vous proposer, c'est d'observer, on l'évoquait un petit peu avec Bruno, qui est résilient. On a compris ce qu'était la résilience, en tout cas dans ces grandes lignes, on va tous le vivre différemment. Mais il y a eu pas mal d'études pour observer s'il y avait des facteurs de résilience, individuels, familiales, communautaires. Je vous en parlais brièvement quand Bruno me posait la question. On
les sociologues identifient certains traits, ce qu'on appelle des facteurs de résilience. Il y a des études cliniques qui sont menées auprès de différents individus réputés résilients pour voir s'ils auraient des caractéristiques identifiées. Alors, il y en a. Il y a les gens autonomes, il y a les gens qui ont des capacités de distanciation, il y a certaines compétences sociales, il y a l'altruisme, il y a la sociabilité. On identifie aussi des facteurs de résilience familiale par rapport à la spiritualité, au nombre d'enfants dans la famille, par rapport aux disciplines éducatives. On identifie aussi des facteurs de résilience sociale. Est-ce qu'il y a une communauté solide? Et quelle est la place des pairs? Est-ce qu'il y a une communauté idéologique? En fait, tous ces facteurs essayent de montrer justement est-ce qu'il y aurait une recette de la résilience. Alors, comme je l'évoquais, il y en a. Oui, il y a des grandes lignes, il y a quelques facteurs sociologiques qui sont mis en avant, mais trivialement, la résilience, elle est à la fois présente en chaque individu, mais elle se construit. Il y a quelques aptitudes, évidemment, que ces facteurs mettent en avant, mais c'est surtout qu'elle se construit. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est que, quels que soient les témoignages, quelles que soient les études, quelles que soient les recherches, ce qu'on observe, c'est que la résilience émerge quand un espace la favorise. Trivialement, il s'agit d'admettre qu'on peut rebondir soi-même, mais qu'on rebondit très difficilement lorsqu'on est seul. Donc toute la question, c'est de comment l'extérieur, comment l'entourage, comment la communauté, comment des proches ou des moins proches vont pouvoir servir de trampoline. Boris Cyrulnik, qui encore une fois a beaucoup étudié évidemment la résilience, donne un exemple qui est un exemple vraiment édifiant, celui des enfants placés dans un orphelinat. Il raconte, il dit dans les orphelinats roumains, lors d'un voyage, il s'est retrouvé face à des milliers d'enfants qui étaient élevés dans un quasi-isolement total, dans des conditions sanitaires, dans des conditions alimentaires et affectives qui étaient absolument effroyables. Les enfants se balançaient toute la journée dans d'immenses dortoirs sans personne pour s'occuper d'eux. Et du coup, ils avaient développé des malformations aux membres, des atrophies du cerveau, qui s'étaient vraiment inscrits dans leur circuit de la mémoire, dans leur circuit des émotions. Ils avaient même des trous dans les lobes préfrontaux. Ils étaient totalement privés d'altérité et finissaient par développer des comportements autistiques. Ces mêmes enfants, raconte Boris Cyrulnik, une fois placés dans des familles d'accueil, formés, ont pu retrouver en 1 an leur faculté normale. L'environnement recommençait à les stimuler. Donc, Boris Cyrulnik utilise cet exemple pour parler évidemment de la résilience neuronale, sur laquelle travaillent de nombreux chercheurs. Mais l'exemple est d'autant plus marquant pour essayer de comprendre comment on va construire, comment on va favoriser cette résilience. Et les études montrent que plus on construit sa boîte à outils de la résilience avec des individus, avec des lectures, avec des choses qui nous font du bien, plus on arrive justement à identifier ce qui va fonctionner pour nous dans cette mise en place de la résilience, plus la résilience va être intense, va être rapide et va nous porter loin. Donc ces exemples rapides servent vraiment à insister sur la construction de la résilience, qui n'est pas innée, qui ne s'enclenche pas toute seule, mais qui au contraire nécessite qu'on mette autour de soi cette bulle qui va nous permettre de l'enclencher. Dans ce second exercice, je vais donc vous proposer d'observer ce qui vous vient et de noter qu'est-ce qui favorise votre résilience. Quelles sont les activités, les individus, les lectures, les images qui vous ressourcent? Qu'est-ce qui vous réconforte? Qu'est-ce que vous mettez dans votre boîte à outils de la résilience? Les images,
les activités, les individus, les lectures. Vous pouvez les noter en vrac, vous pouvez les ou raconter un moment d'anecdote. Mais voilà, quelle est votre boîte à outils de la résilience? À tout de suite. Comme le temps passe, je reprends le micro pour voir ce bel inventaire. Je lis quelques extraits pour juste pouvoir vous proposer le troisième exercice. Alors, il y a les amis qui servent de coach pendant les cures de chimio. Il y a Françoise, je me plonge dans la lecture, je lis beaucoup, je marche dans la nature, ça fait un bien fou. Je repense aux moments heureux. J'écris à mon ami décédé. Pour lui, les mots étaient importants. Je lui écris des lettres qu'il ne lira jamais. Important d'écrire pour moi. Odile, les activités physiques, le cinéma, la médiathèque. Estelle, les amis qui ont créé un groupe WhatsApp. Ils méditent régulièrement en pensant à moi et m'envoient de la lumière et de l'amour. Quand je ne vais pas bien, je m'abandonne à tout ce qui me traverse. En ce moment, je vais m'allonger et je me laisse porter par cet amour. C'est ce qui me sauve. Céline, l'humour. Bernard, prendre soin de soi. Elisabeth, la pratique de la méditation sous un plaid avec un café. Jennifer, la poésie, les livres, les liens avec les personnes positives. Charlotte, la douceur, les encouragements, l'étreinte de mon mari, de mes enfants. Manger sainement, dormir. Estelle, être seule.
Céline, des lectures, des conférences, des apprentissages. Odile, dire très brièvement aux amis où j'en suis. Isabelle, mon mari, la peinture, voir de belles choses, la nature. Au niveau social, j'ai repris des activités de bénévolat. Je donne des cours de français à des adultes d'origine étrangère. Marie-Odile, mon socle familial solide. Je fais du sport. J'ai découvert les bienfaits du yoga et de la méditation. Elena, ma famille, mes livres, le sport, la musique, les couchers de soleil. Marie, mes chats, mes enfants, les livres de femmes émancipées, les câlins de mon chéri, les bons repas partagés, les séries feel good, du yoga. Bernard, avoir un but qui donne envie de sortir de son lit. Françoise, mon vécu spirituel, j'ai pris les cancers comme une somatisation et j'ai cherché les probables causes par un travail sur moi. Mes neveux, Estelle, les postes de Marie-Robert. Je t'embrasse fort, Estelle. En fait, dans cet inventaire, ce qu'il y a encore une fois d'intéressant, c'est que ça peut vous paraître tellement banal de le noter. Mais tout d'un coup, on se rend compte qu'on a des fragments de bonheur un peu partout et que cette résilience, elle se construit. Et comment justement faire en sorte que tous ces réconforts, en fait, soient encore plus présents. Comment on peut les organiser, comment on peut les ritualiser, comment on peut faire en sorte, dans ce chemin de la résilience, de construire des espaces où tout ce qui nous fait du bien puisse être présent, en informer les autres, essayer d'avoir de les composer quand on sait qu'on va traverser des périodes plus ou moins difficiles. C'est aussi de l'organisationnel et les noter, les conscientiser, en prendre conscience, permettre justement de leur laisser encore plus de place. En dernier lieu, puisque le temps nous échappe, j'aurais voulu vous garder beaucoup plus longtemps, mais je vais essayer de me retenir. En dernier lieu, comme je vous le disais, toute la problématique, c'est aujourd'hui cette résilience à tout prix. Vouloir qu'on soit à tout prix résilient pour qu'on soit dans une version de nous-mêmes qui soit, une fois peut-être qu'on est rétabli, une fois qu'on est en rémission, ou en tout cas qu'on puisse donner l'apparence que, en fait, ça va. On l'évoquait avec Bruno, hein, avec ce trouble, ce truc qui nous dérange. Il faudrait qu'on arrive en version de nous-mêmes, voilà, améliorée, réparée, et que ça ne se voit pas trop ce qui nous est arrivé. Et pourtant, nous sommes humains. Et à partir du moment où l'on est, on est soumis à la fragilité. La fragilité, la vulnérabilité sont des phénomènes constitutifs de nos vies. Et plutôt qu'avoir honte de nos faiblesses, il est peut-être temps, au contraire, d'assumer cette fragilité. Car être fragile, c'est aussi accepter que les autres puissent prendre soin de nous. C'est accepter, c'est réinstaurer l'indispensable relais social dont on a fondamentalement besoin. Et c'est croire en la possibilité d'être réparé. Alors justement, vous savez que peut-être que vous la connaissez, mais la résilience, c'est une lente réparation. Et lorsqu'on évoque la résilience, surgit souvent un propos autour de la technique du kintsugi. Je suis sûre que certains d'entre vous la connaissent. La technique du kintsugi, c'est une technique qui a vu le jour à la fin du XVe siècle au Japon. Et la légende raconte que le dirigeant aurait cassé son bol préféré et l'aurait envoyé en réparation en Chine. Le résultat fut pas du tout à la hauteur de ses espérances parce que le bol fut consolidé avec des agrafes métalliques qui faisaient que le bol n'avait plus du tout de charme et ça lui retirait tout le charme. Et donc, il demanda à ses artisans de trouver une meilleure solution. Et les artisans japonais ont donc créé cette technique du kintsugi, qui est une méthode de réparation très élégante, puisqu'on répare en utilisant de la laque saupoudrée d'or. C'est absolument magnifique. Alors, le récit et l'origine est parfois soumis à caution, mais toujours est-il que la pratique du kintsugi s'est constituée, en fait, à partir de ça, un espèce de terreau de réflexion, un terreau esthétique, mais aussi de réflexion, qui est de dire qu'au lieu de cacher nos fêlures, au lieu de les nier, qu'est-ce qui se passerait si on les rendait apparentes? Qu'est-ce qui se passerait si, au contraire, on rendait nos vulnérabilités, on apprenait à se raconter avec nos vulnérabilités? Si on s'envisageait, si on se visionnait réparé, mais en acceptant la façon dont la vie nous a traversés, en acceptant qu'il y ait ces fils d'or un peu partout et ces fêlures.
En dernier exercice, que je vous propose non pas de le faire ici, parce que c'est prendre le temps, mais peut-être que vous pouvez l'embarquer chez vous. Je vous propose de peut-être, alors peut-être ce soir ou peut-être dans votre semaine, je vous propose de vous écrire une lettre à vous-même, une lettre adressée à votre moi futur, dans quelques mois, dans quelques années, et de prendre le temps de le cajoler, de le remercier, de lui raconter ce que vous avez traversé, de mettre des fils d'or sur votre courage, sur vos blessures. Écrire une lettre à vous-même dans le futur, c'est non seulement avoir la capacité de se projeter, mais de se projeter avec ce que vous traversez, sans le cacher, de donner une continuité. Nous avons tous des fêlures. Et je crois que tout l'objet de cette transmission et de cette pensée de la résilience ce soir était de dire qu'est-ce qui se passerait si notre société en faisait de la place. Si, au lieu de les travestir, au lieu de les dissimuler, notre société acceptait qu'on soit tous des kitsungi avec plein de fils d'or. Sans doute qu'elle serait beaucoup plus lumineuse. Donc, je vous laisse, je note cet exercice que vous pourrez faire à un autre moment. Et en tout cas, je vous remercie infiniment pour cette soirée, pour ces échanges, pour tout l'espace créé. Merci à toute l'équipe, surtout de Résilience, et à tous ceux qui ont pu témoigner. Ça a été un plaisir immense d'être à vos côtés. Un immense merci Marie pour ce temps d'atelier très riche, très intéressant. Un merci à vous tous pour tous les partages que vous avez pu nous faire, de près ou de loin. Merci à Bruno, merci à Marie-Odile, merci à vous deux, Noémie et Marie, d'avoir été témoins sur cette nouvelle collection et d'avoir pu être présente ce soir à nos côtés pour partager un bout de votre histoire, un bout de votre vécu et de ce que vous voulez nous transmettre. J'ai été très touchée et émue de pouvoir animer ce soir ce rendez-vous d'un nouveau genre, puisque c'était pour présenter cette nouvelle collection des pensées de résilience. Nous allons, comme d'habitude, vous soumettre 3 questions rapides de sondage pour avoir vos retours. Et j'en profite pour vous partager que le premier épisode de la collection est déjà en ligne, à la fois sur notre compte YouTube et également au sein de l'application Résilience. Et notre premier témoin est Rosette Poletti, qui a introduit dans son témoignage la notion de résilience et des 5 aspects pour la valoriser. En quelques mots, Rosette Poletti, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs casquettes au travers de sa vie. Elle a d'abord été infirmière, elle a travaillé notamment en soins palliatifs, mais elle a également été autrice de nombreux ouvrages et psychothérapeute. Elle a une longue vie derrière elle puisqu'elle est née en 1938 et c'est la sage de nos 8 témoins qui permet de débuter cette collection. Donc on espère que vous pourrez en apprécier le propos, que ça pourra venir nourrir votre réflexion. À nouveau, un immense merci d'avoir été présent ce soir à nos côtés, d'avoir pu partager vous aussi une partie de votre vécu. Un immense merci au nom de toute l'équipe de Résilience à mes côtés. Et puis nous vous disons à bientôt pour le prochain rendez-vous Résilience. Merci beaucoup. J'étais très heureuse de participer à cette conférence. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, Noémie. Oui, merci. Très enrichissant. Bien, super idée de ces échanges. C'est très... ouais, super. Mais comme d'habitude, dans tout ce qu'il y a dans l'application Résilience, c'est un très bon outil pour, où on peut piocher et qu'on a sous la main. C'est pas quelque chose à chercher de l'extérieur, on peut le prendre, on l'emporter avec soi. C'est très bien. Merci pour tout.